Bonjour, je suis professeur Diomandé Moeno Isidore, professeur d'anatomie pathologique au CHU de Cocody, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Notre présentation de cet après-midi va concerner l'équipement, la gestion de l'équipement au laboratoire. À la suite de cette présentation, les participants seront en mesure d'énumérer les facteurs à considérer avant d'acheter de l'équipement pour le laboratoire. Gérer la sélection et l'acquisition de nouveaux équipements. Décrire les exigences pour un programme de maintenance préventive. Apporter une justification pour développer un programme de maintenance préventive et expliquer comment retirer un équipement ancien. On peut imaginer un scénario selon lequel, dans un laboratoire, le lecteur échoue lors de l'exécution des tests ELISA-EIA. Il n'y a pas de procédure documentée pour la résolution des problèmes dans le laboratoire. Le journal de maintenance n'a pas été mis à jour depuis 2 ans et les instructions du fabricant ont disparu. Que peut-on faire? Pourquoi? Que devrait-on faire avant? Que feriez-vous si ça se passait dans votre laboratoire? Autant de questions auxquelles cette présentation va répondre. Alors, nous vous rappelons le système de gestion de la qualité avec ses 12 composantes, depuis l'organisation, le personnel, les approvisionnements, les contrôles de processus, la gestion des problèmes, jusqu'au service aux clients et au bâtiment et à la sécurité. La gestion de l'équipement, un propos introductif, est l'un des points essentiels du système de gestion de la qualité. En effet, une bonne gestion de l'équipement au laboratoire va être nécessaire pour assurer la justesse, la fiabilité et la pertinence des analyses. Analyses qui sont la raison d'être du laboratoire. Alors, nous allons, avant d'entrer dans l'explication de la gestion de l'équipement, indiquer quelques avantages de la gestion de l'équipement. En effet, mettre en place un système de gestion de l'équipement aide à maintenir un haut niveau de fonctionnement du laboratoire. Du fait de la présence de procédures écrites, de documents écrits et enregistrés, elle va réduire les variations entre les résultats des tests et augmenter la confiance du technicien dans la justesse des résultats. Elle diminue les frais de réparation. Elle augmente la durée de vie des instruments. Du fait, on le verra plus loin, de la mise en place d'une maintenance préventive, réduit les interruptions de fonctionnement dues à des pannes et des défauts. Elle augmente la sécurité pour les employés. Elle permet enfin une meilleure satisfaction du client. Ceci est représenté par ces différentes illustrations. La gestion de l'équipement va donc diminuer la variation des résultats des tests, donc permettre une homogénéisation ou bien une harmonisation des résultats des différents tests effectués dans le laboratoire. Elle va réduire les coûts de réparation, on l'a déjà dit, et allonger la durée de vie des équipements, ce qui va permettre des performances de haut niveau au niveau du laboratoire. Et ceci, si les
appareils fonctionnent de façon régulière, ceci aura pour conséquence la réduction des interruptions de service qui seraient éventuellement causées par les pannes ou les absences ou les insuffisances de consommables, de réactifs, etc. Ces appareils, la mise en place de la gestion de l'équipement augmentera la sécurité dans l'utilisation des équipements et tout cela aboutira à la plus grande satisfaction du client. Après avoir énuméré quelques avantages de la mise en place d'un système de gestion de l'équipement, nous allons aborder maintenant la gestion de l'équipement proprement dite, qui va passer par différentes étapes, différents processus, qui commencent essentiellement par la sélection et l'acquisition de l'équipement, son installation, ensuite son étalonnage et l'évaluation de sa performance, sa maintenance en cours d'utilisation, la résolution des problèmes posés par l'utilisation de l'équipement, les services et la réparation, et enfin le problème des équipements obsolètes qui doivent être aussi gérés au niveau du laboratoire. Il faut dire d'emblée que ce système de gestion des équipements doit être supervisé par le directeur du laboratoire. Ceci est important afin qu'il s'assure que toutes les personnes qui utiliseront les instruments ont été correctement formées à l'usage, à l'utilisation des instruments, savent comment faire fonctionner l'instrument, connaissent les procédures de maintenance de routine nécessaires pour que le travail puisse se dérouler normalement. Mais le directeur de l'hôpital peut confier la responsabilité de la gestion de l'équipement spécifiquement à un technicien au sein du laboratoire, ce qui va sans dire que ce technicien devra être formé à la gestion des différents équipements. Alors, la première étape, nous l'avons dit tout à l'heure, concerne la sélection et l'acquisition de l'équipement. Un point important au niveau de cette sélection, et d'ailleurs dans tout le processus de mise en place du système de qualité, le laboratoire doit disposer d'une procédure documentée. Ici, pour la sélection, l'achat et la gestion du matériel, mais à toutes les étapes du processus, il faut une procédure documentée. En ce qui concerne la sélection, si le laboratoire a des besoins en équipement, il doit pouvoir s'informer sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre de données, les caractéristiques de performance de l'appareil par rapport aux examens que nous voulons demander, le coût de l'appareil, est-ce que ce coût est accessible à notre budget? Quelles sont les modalités de paiement, etc. Tous ces éléments-là sont importants pour faire un choix et sélectionner un équipement. Il faut aussi s'intéresser à la disponibilité en réactifs et consommables. Ceci est un des problèmes clés auxquels nous sommes souvent confrontés dans nos pratiques. Nous avons des appareils et en cours d'année, les réactifs et consommables finissent et on n'arrive plus à travailler. Donc, ceci devait être envisagé dès la sélection pour voir est-ce qu'il existe des revendeurs, des fournisseurs en réactifs et consommables qui vont permettre à notre équipement
de pouvoir fonctionner régulièrement au niveau de notre pays ou de notre région. Le directeur de laboratoire doit s'intéresser aussi à la facilité d'utilisation du matériel, de l'équipement par le personnel. Il ne s'agit pas ici de commander des équipements sophistiqués que très peu de membres du laboratoire pourraient utiliser. La langue d'utilisation est fondamentale. On est souvent confronté à des manuels d'utilisation écrits dans des langues, par exemple, ici, souvent nous recevons des manuels en chinois, en anglais, etc. Donc, il faut que l'équipement et son utilisation puissent se faire dans la langue de la région ou du pays. On doit s'intéresser aussi à l'existence d'une garantie pour le fonctionnement de l'appareil. Est-ce qu'il y a des critères de sécurité? Est-ce que nous sommes capables de pouvoir mettre en place les critères de sécurité pour l'appareil? Les caractéristiques de maintenance doivent jouer dans le choix de l'appareil. En effet, il faudrait savoir si la maintenance est incluse dans le contrat. Est-ce qu'il y a des formations à la maintenance qui sont effectuées par le fabricant ou le fournisseur, etc. Tous ces éléments entrent en ligne de compte dans les critères de sélection. Alors, si le directeur de l'hôpital, du laboratoire ne participe pas au choix, il doit cependant tout faire pour fournir les informations nécessaires aux décideurs, que ce soit les ministères ou même les donateurs de matériel, pour qu'un matériel acquis puisse effectivement servir aux activités du laboratoire. En ce qui concerne l'acquisition, après la sélection, l'acquisition, il existe plusieurs modes d'acquisition des équipements. Ça peut être l'achat, le bail, la location ou la donation. En fait, tout dépend de différents pays. Dans certains pays, il existe une acquisition centrale, une centrale d'achat qui s'occupe de l'acquisition ou des acquisitions, des achats en gros du matériel. Ce qui est important de savoir ici, c'est que il faut prendre en compte les coûts de réparation et les économies à faire en négociant lorsque on cherche à commander plusieurs exemplaires d'un même matériel. Ceci est important. On peut toujours faire des économies en négociant avec le fabricant ou le vendeur. La sélection s'intéresse aussi aux conditions du contrat. Le contrat comprend-il l'installation, la formation du personnel? Existe-t-il une période d'essai? Existe-t-il une maintenance continue ou alors une maintenance qui a une période limitée? Tout ceci devait être pris en compte dans les critères de sélection du matériel. Il faut aussi faire attention au cours de l'acquisition, négocier l'acquisition d'équipements qui présentent où les schémas de câblage sont disponibles, les informations sur les logiciels, les listes des pièces de l'équipement sont disponibles, l'existence d'un manuel d'utilisation, ce serait aberrant d'avoir un appareil qu'on ne peut pas utiliser. L'installation par le fabricant est un point important de l'acquisition.
Et nous l'avons dit tout à l'heure, l'existence d'une période d'essai doit aussi entrer en ligne de compte dans l'acquisition d'un équipement. Après donc, ces critères de sélection et d'acquisition d'un équipement au laboratoire, qu'en est-il de l'installation de l'équipement? Alors, le premier point concernant l'installation de l'équipement, c'est qu'il faut exiger du fabricant ou du fournisseur l'installation et la maintenance de l'équipement. Donc, ceci amène à avoir un contrat d'acquisition dans lequel le fabricant s'engage à installer et à faire la maintenance, ou tout au moins à former des gens pour la maintenance éventuellement. Il n'est pas conseillé, il ne faut pas utiliser un équipement avant une installation efficiente et notifiée. Ceci se traduit, par exemple, dans notre pratique ici par ce qu'on appelle la réception. Il faut que la livraison et la réception doivent être clairement effectuées avant de pouvoir utiliser l'équipement. Avant d'installer un équipement, il est aussi important de vérifier que les conditions physiques requises sont disponibles dans votre laboratoire, puisque, par exemple, l'électricité, est-ce qu'il y a de l'espace pour poser l'équipement? Les portes permettent-elles le passage des appareils? Existe-t-il de la ventilation, de l'eau courante? Les ascenseurs sont-ils disponibles? Il y a beaucoup d'éléments qui sont en lien avec l'environnement physique du laboratoire qui doivent être pris en compte pour l'installation des équipements. Il est important, avant l'installation, de rappeler par écrit ou de confirmer au fournisseur ses responsabilités. Ceci est important pour qu'en cas de problème, ils puissent effectivement jouer le rôle qu'ils doivent jouer. Il faut établir une liste de vérification, appelée aussi checklist, des spécifications techniques de l'équipement afin que le bon fonctionnement de l'équipement puisse être rapidement vérifié dès que celui-ci est installé. Donc, tout le fonctionnement devait être écrit sur une liste. Après installation, un plan doit être mis en place pour pouvoir mettre en route, faire fonctionner l'équipement. Il s'agit de créer un registre d'inventaire qui va s'intéresser au calibrage ou à la calibration, comme certains le disent, de l'équipement acquis, à la vérification de son fonctionnement, aux procédures opérationnelles, au programme de maintenance et à la formation de tous les opérateurs. Nous allons voir cela dans les diapositives suivantes. Alors, le premier problème auquel on doit trouver une solution, c'est le calibrage de l'équipement. Il faut d'abord effectuer le premier calibrage en utilisant des calibreurs spécifiques de l'appareil ou des calibreurs standards qui peuvent s'adapter à l'appareil, mais surtout en suivant les instructions du fabricant. Il faut déterminer la fréquence des calibrages de routine conformément au manuel d'utilisateur pour que cela soit fait régulièrement selon ce qui est recommandé.
Après le calibrage de l'appareil, il faut évaluer ses performances. Est-ce que l'appareil fonctionne de façon adéquate? Ceci passe par un certain nombre d'étapes. D'abord, il faut tester des échantillons. Et pour ce faire, il est mieux de tester des échantillons déjà connus et d'analyser les données par rapport aux données préexistantes dans le laboratoire. Ceci permet de voir si le nouvel équipement fonctionne comme on le souhaite. Il faut établir la stabilité des équipements à température contrôlée. Certains équipements doivent fonctionner à une certaine température et donc il faut laisser le temps à ce que l'appareil puisse arriver à cette température nécessaire à son fonctionnement. Il faut aussi valider les performances avec des échantillons en parallèle. Ceci revient à tester des échantillons, les mêmes échantillons, sur le nouvel appareil et sur l'ancien appareil en parallèle pour effectivement voir s'il y a une concordance, s'il y a une différence et éventuellement apporter des solutions à ces problèmes de performance. Ensuite, il va falloir effectuer des contrôles de fonctionnement en surveillant les paramètres de l'instrument. Généralement, de façon périodique, il faut instaurer une périodicité de surveillance qui peut être hebdomadaire ou mensuelle. Mais aussi, on doit surveiller les paramètres après une réparation majeure. Si il y a eu une réparation intercurrente sur l'équipement, il faudrait pouvoir contrôler son fonctionnement de façon à intervalles réguliers. Par exemple, contrôler la température d'un incubateur, le calibrage des longueurs d'onde, le tableau de température de l'autoclave, tout ceci constitue des éléments de contrôle du fonctionnement d'un équipement. Alors, un des points importants de l'installation de l'équipement, après son installation, c'est le problème de la maintenance. D'abord, la maintenance préventive. Cette maintenance préventive, comme son nom l'indique, c'est un certain nombre d'actions posées sur l'appareil pour le maintenir dans un état de fonctionnement adéquat et donc prévenir des pannes plus importantes ou du moins les retarder. Ceci consiste essentiellement au nettoyage de routine, selon les prescriptions du fabricant. Ça peut concerner aussi l'ajustement, le remplacement de pièces mineures telles que les fusibles à intervalles réguliers déterminés par les fabricants. Un point important concernant la mise en place du système de gestion des équipements, c'est le développement des procédures écrites. Le laboratoire doit développer un certain nombre de documents concernant la maintenance de routine, les contrôles de fonctionnement, le calibrage, la résolution des problèmes et les services du fabricant. Ceci va permettre d'asseoir le système de gestion des équipements au niveau de ce laboratoire. Alors, la maintenance préventive, pour mettre en place le plan de maintenance préventive, il faut déjà attribuer la responsabilité. Le directeur du laboratoire doit désigner un responsable chargé de la maintenance.
développer des politiques et procédures écrites, comme nous l'avons dit, maintenir les registres et former le personnel. Le personnel doit être formé à la maintenance préventive afin de pouvoir travailler de façon continue. Une fois l'appareil, l'équipement installé, il faut développer un plan de maintenance. Ce plan de maintenance va concerner chaque pièce d'équipement et ce plan de maintenance courant doit inclure la fréquence des tâches de maintenance, le contrôle de fonctionnement de l'équipement et le remplacement courant des pièces de l'appareil ou de l'instrument. Ce sont là les différentes composantes du plan de maintenance. Il faut aussi créer un journal d'inventaire des équipements et conserver les enregistrements pour chaque élément du matériel, comprenant, sans y être limité, l'identification du matériel, le nom du fabricant, le modèle et le numéro de série ou toute autre indication, identification univoque, les coordonnées du fournisseur ou du fabricant, la date de réception et la date de mise en service de l'équipement, sa localisation dans le laboratoire, son état à la réception, par exemple, l'équipement était-il neuf ou reconditionné au moment de son acquisition, de sa réception. Le journal d'inventaire s'intéressera aussi aux instructions du fabricant, aux enregistrements qui ont confirmé l'aptitude initiale du matériel à l'utilisation lorsqu'il est intégré dans le laboratoire, la maintenance effectuée et le planning de maintenance préventive, les enregistrements de la performance du matériel, confirmant que le matériel est actuellement adapté à l'utilisation, et tout dommage, dysfonctionnement, modification ou réparation du matériel. Ce sont là donc un certain nombre d'informations qui doivent être dans le journal d'inventaire. Ici, nous vous montrons un exemple de journal d'inventaire. Bon, c'est écrit en anglais, suivi de l'équipement, le laboratoire, journal établi par, pour, et puis la date. Le contenu, l'information va intéresser l'identification de l'équipement, sa performance et des usages, des items spécifiques lorsque on utilise l'équipement. Par exemple, ici, au niveau de l'identification, nous avons le type d'équipement, la marque, le type, la série, les données d'enregistrement, la date de première utilisation, le revendeur, l'état à l'achat, nouveau, reconditionné ou bien déjà utilisé, etc. Donc, le journal, l'inventaire va permettre d'asseoir un certain nombre d'informations concernant l'équipement que nous recevons. Un des points importants aussi de l'inventaire, c'est du journal, c'est l'inventaire des pièces de rechange. Il faut avoir un registre des pièces de rechange, un journal pour suivre le stock des pièces
et les informations sur les coûts et les commandes des pièces de rechange. Alors, souvent, au cours du fonctionnement de l'appareil ou des équipements, peuvent apparaître un certain nombre de problèmes. Donc, le laboratoire doit asseoir une procédure de résolution des problèmes au niveau du laboratoire concernant les différents équipements à sa disposition. L'outil qualité qu'on peut utiliser, généralement, c'est ce qu'on appelle les 5 M pour les causes liées à la matière, au milieu, à la main-d'œuvre, aux méthodes utilisées et au matériel. Donc, on pourra mettre en place un système pour pouvoir investiguer au niveau de la matière, la qualité des échantillons, les conditions dans lesquelles ces échantillons arrivent, le respect des différentes procédures. Au niveau du milieu, les réactifs, les problèmes peuvent être liés aux réactifs, à leur fourniture, à leur qualité. Les problèmes peuvent être liés à l'eau utilisée dans le laboratoire, à l'électricité, etc. La main-d'œuvre, c'est le personnel avec les problèmes de formation. Les méthodes utilisées sont-elles bien maîtrisées? Et le matériel fourni fonctionne-t-il correctement? Donc, le laboratoire doit mettre en place une procédure de résolution des problèmes qui va s'intéresser finalement à ces 5 points importants concernant la matière, le milieu, la main-d'œuvre, la méthode et le matériel. Alors, on peut avoir recours à la maintenance curative, même si le laboratoire met en place une maintenance préventive. À un moment donné, on peut avoir recours à la maintenance curative lorsque les efforts internes échouent. Dans ce cas-là, il faut appeler le fournisseur ou son représentant, c'est-à-dire un expert technique, qui va aider le laboratoire à régler le problème lié à l'équipement. Activer l'option pour la continuité du service pendant que cet expert technique est en train de travailler, ce qui revient à dire que nous disposons d'instruments de secours ou alors, dans le cas contraire, on peut activer un lien avec un laboratoire de sous-traitance qui va garantir la continuité du service. Un point important à noter, c'est qu'il ne faut jamais utiliser un équipement qui ne fonctionne pas correctement. D'abord, on peut aggraver les dégâts, la panne, mais on risque sûrement de fournir des résultats qui ne sont pas corrects pour la prise en charge du patient pour les soins. Donc, il faut éviter d'utiliser un équipement qui ne fonctionne pas correctement. On doit aussi mettre en place un système de maintenance planifiée. Alors, cette maintenance planifiée peut être déjà prévue par le fabricant, donc ça est dans le contrat, ou le fournisseur, bien sûr. Le laboratoire doit donc programmer la maintenance de routine du fabricant. La garantie de l'appareil peut nécessiter une réparation effectuée par le fabricant. C'est pour ça, au début, on a dit qu'il faut veiller à ce que dans le contrat, dans les critères de choix, il y ait une garantie. Une garantie, bon, généralement, les garanties ont une durée limitée, mais au moins,
qui est une garantie. Mais la maintenance planifiée peut être aussi le fait de techniciens internes du service biomédical de l'hôpital s'ils sont effectivement formés à l'usage de ces équipements. Enfin, le dernier point qui nous intéresse, c'est le problème de la gestion des équipements obsolètes. Alors, lorsque les équipements deviennent obsolètes et qu'on ne peut plus les utiliser, il faut procéder à leur retrait et leur élimination. Alors, ici aussi, il faut mettre en place une procédure. Il ne s'agit pas de venir prendre les appareils puis aller les jeter. Il faut qu'il y ait une procédure. Il faut qu'on constate effectivement que l'équipement ne peut plus fonctionner. Et le personnel ayant validé cette constatation doit être nommément désigné sur les documents. Ensuite, l'équipement à retirer va être mis au rebut et notifié, cela va être notifié dans le registre d'inventaire. Alors, un point important concernant l'équipement, le retrait de l'équipement, c'est que souvent, ces équipements-là sont entassés dans des rebuts, alors qu'il est conseillé d'éliminer, de procéder à l'élimination du vieil équipement, mais bien sûr en tenant compte des problèmes de sécurité qui pourraient résulter de cette destruction, risques chimiques, pollution, etc. Au cours du processus d'élimination, on peut éventuellement récupérer certaines pièces de l'équipement qui peuvent servir au dépannage des appareils dans le laboratoire. Donc ici, comme pour tout le processus de gestion des équipements, nous l'avons dit, le laboratoire doit avoir une ligne de conduite et des procédures pour l'enlèvement et l'élimination des vieux équipements. En résumé, nous dirons qu'un programme de gestion d'équipement adressera un certain nombre de points, essentiellement la sélection des équipements, la maintenance préventive, les procédures pour résoudre des problèmes et les réparations, des documents et dossiers nécessaires à la mise en place de cette gestion d'équipement incluront l'inventaire de tout l'équipement du laboratoire, les informations fournies par le fabricant sur le fonctionnement, la maintenance et la résolution des problèmes, les registres de toutes les activités de maintenance préventive et de réparation. Nous pourrons laisser comme message clé qu'un programme de maintenance des équipements bien organisé prévoit un haut niveau de performance et une plus grande confiance dans la fiabilité des résultats, moins d'interruptions dans les performances des tests, des coûts de réparation réduits et l'élimination du remplacement prématuré de l'équipement. Enfin, une sécurité accrue pour les travailleurs du laboratoire résultant d'un équipement bien entretenu. Mais il est important aussi de noter qu'une grande partie de la maintenance des équipements est la maintenance préventive. Il faut donc former le personnel à cette maintenance préventive. Et lorsqu'on parle du personnel, ce n'est pas seulement les techniciens, même les médecins qui sont dans le laboratoire doivent participer, doivent être formés à cette maintenance préventive. Je vous remercie.
I'm finished.